Bonsoir à tous, bienvenue à la Bibliothèque Cusin pour ce premier rendez-vous du Salon Philo. Le principe reste le même que pour Proto-Philo. Un enseignant-chercheur de Paris 1 vient présenter son ouvrage et c'est l'occasion d'une discussion avec le public dans un cadre que nous avons voulu encore plus chaleureux et accueillant. Un immense merci à Émilien de Reclaine de nous avoir fait partager une très grande émotion en nous interprétant magnifiquement les sublimes suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, dont vous avez pu entendre 3 extraits, le prélude et l'allemande de la première suite, ainsi que le prélude de la deuxième suite. Je vous demande de l'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Après cette belle introduction musicale, j'ai le plaisir de laisser la parole à Jean-Baptiste Brenet, professeur à l'Université Paris 1 et spécialiste de philosophie arabe. Vous avez écrit il y a quelques mois aux éditions Verdier cet ouvrage avec Giorgio Agamben, Intellect d'amour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter cet ouvrage. Vous pourrez poser vos questions et intervenir à tout moment. Vous pourrez donc parler à notre invité lorsque vous le souhaitez. Après la séance, vous êtes tous conviés à un petit verre pour continuer aussi à discuter autour de l'ouvrage. Jean-Baptiste Brenet, je vous en prie. Merci beaucoup, merci de l'invitation, merci pour la musique. Difficile de passer après, hein. J'espère que vous n'allez pas vous dire après le violoncelle le pipeau. J'espère que non. Et donc je vais vous présenter rapidement, je ne sais pas trop sous quelle forme il fallait le faire, donc je vais vous dire un peu le contenu de ce livre et ce que Giorgio Agamben, je parlerai un peu de son texte et du mien, on a voulu y mettre. Alors à l'origine, ce texte, c'est issu de 2 conférences que nous avions données au Collège de France dans le cadre de la chaire d'Alain de Libéra, dans le cadre même plus vaste d'un colloque sur l'avéroïsme et sur Dante. Et nous avions donc croisé un petit peu nos conférences et nous avions décidé de publier ce texte-là. Il s'appelle Intellect d'amour. Le titre n'est pas limpide tout de suite, un syntagme un peu curieux. Bon, il est question d'intellect, il est question d'amour, de désir aussi, et puis de fantasme qui fera l'intersection de tout cela. Mais il faut savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas, que évidemment c'est la traduction littérale d'une expression de Dante Alighieri, le poète italien du XIVe siècle, qui, dans l'un de ses très célèbres poèmes, parle de l'intelletto d'amore. C'est-à-dire que la scène se trouve dans Vita Nova, La vie nouvelle, un texte magnifique, et Dante marche
il voudrait parler de son amour, et puis d'un coup sa langue se met à se mouvoir d'elle seule, et puis une phrase sort, il s'adresse à des dames qui connaissent ce que l'amour est, et il dit « Donne che avete intelletto d'amore », c'est-à-dire dames qui avaient littéralement intellect d'amour, c'est-à-dire en vérité dames qui savaient ce que amour veut dire. Alors nous n'avons pas pris l'expression, pour autant que je puisse parler pour Giorgio Agamben, hein, qui n'est évidemment pas là, nous n'avons pas pris l'expression tellement en ce sens, même s'il est question de Dante aussi, c'est-à-dire que l'amour n'est pas l'objet de notre réflexion, c'est-à-dire l'intellect d'amour n'est pas l'idée qu'il s'agirait de savoir ce qu'amour veut dire, c'est plutôt, en jouant un peu sur des distinctions classiques, c'est plutôt un génitif subjectif là, et c'est l'idée que l'amour est une sorte de moteur de l'intellect. C'est de cela qu'il va s'agir. Donc je m'en expliquerai un peu plus tard tout à l'heure. Alors à l'origine, de quoi s'agit-il? Tout part d'un poème écrit par un poète que les Français peut-être connaissent mal, mais que les Italiens connaissent bien, j'espère, qui s'appelle Guido Cavalcanti. Et Guido Cavalcanti, c'était un ami de Dante, donc c'est la même période, fin du XIIIe, début du XIVe siècle, et c'est même son premier ami, son premier grand ami, avec lequel il finira par rompre. C'est un immense stylo-noviste florentin, un immense poète, et parmi son chansonnier, il y a un poème très célèbre qui s'appelle Donna me prega. C'est le début de la poésie. Donna me prega, ça veut dire « Dame me prie ». Dame me prie que d'amour je veuille parler, etc. Donc c'est un poème sur l'amour qui essaye de dire ce que c'est que l'amour, comment ça naît, où il faut le ranger, et puis ce que ça devient et ce que ça produit sur l'amoureux. Et ça produit des choses assez néfastes, d'ailleurs assez négatives, puisque toutes les poésies de Cavalcanti paraissent se terminer mal par la mort, le désespoir, la décomposition de l'amant. Et ce poème est très célèbre, bon, il est très beau, très difficile à lire même en italien, très difficile à rendre en français, et il est célèbre parce qu'il est notoirement complexe. C'est-à-dire c'est un poème ésotérique, mais explicitement ésotérique, puisqu'au début de son texte, dans l'envoi, Cavalcanti dit qu'il veut s'adresser uniquement aux personnes qui sont littéralement dotées d'entendement, c'est-à-dire les personnes qui peuvent comprendre. Et donc, il ne faut pas s'étonner que sa poésie soit assez énigmatique, chiffrée, et qu'on ne comprenne pas tout de suite de quoi il retourne. Alors pourquoi tout a commencé par là? Pourquoi nous sommes partis de là? Parce que ce Cavalcanti avait comme caractéristique d'avoir été jugé très tôt dans l'histoire, c'est-à-dire par Boccace, comme le plus grand logicien de son époque et comme un très grand philosophe. Voilà. Donc c'est à un poète philosophe que nous avons affaire. Et être philosophe à l'époque, c'est en tout cas une des manières d'entendre le nom de philosophe pour le XIVe siècle. Être philosophe à l'époque, quand on est italien, c'est évidemment fréquenter ce qu'on a appelé l'avéroïsme, c'est-à-dire cette forme de philosophie latine inspirée de la pensée du penseur arabe du XIIe siècle, Averroès, qui avait été traduit en latin au XIIIe et qui n'a cessé d'irriguer, d'innerver la pensée scolastique. Donc quand on dit que Cavalcanti est un philosophe, on a de bonnes raisons d'entendre que c'est un avéroïste, ou disons qu'il a fréquenté le milieu avéroïste bolonais ou padouan, mais probablement bolonais. Et de fait, l'avéroïsme a fonctionné à l'époque moderne comme une clé pour comprendre ce poème si difficile. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, de grands historiens de la philosophie ont considéré que s'il fallait lire le poème comme le poème d'un avéroïste, et que pour qui comprenait bien ce que l'avéroïsme recouvrait, alors s'éclairait le sens de cette doctrine de l'amour qui manifestement s'étalait là sous une forme difficile. Sauf que l'avéroïsme tel qu'on l'a entendu, et l'usage qu'on en a fait, et la conclusion qu'on a portée donc sur la doctrine de l'amour de Cavalcanti, n'est pas tout à fait satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante pour une raison massive, déjà philosophique, sur laquelle je reviendrai, mais que je peux énoncer, c'est que l'avéroïsme tel qu'on l'a souvent entendu à l'époque moderne, et au fond, dans le droit fil de la manière qu'aura eu l'Europe de comprendre la psychologie d'Averroès, la théorie de l'homme et sa psychologie qu'il a établie, l'avéroïsme tel qu'on l'a entendu, donc,
dans cette histoire, c'est une doctrine de la scission du corps et de la pensée, du corps et de l'intellect. C'est une doctrine de la coupure entre intellectualité et corporéité ou corporalité. Il y aurait d'un côté le corps, c'est-à-dire en fait le corps animé, hein, l'individu dans ses dimensions psychiques inférieures, et puis dans une coupure radicale, substantielle, l'intellect d'un autre côté. Et on considère que cette coupure substantielle, c'est qui place donc, si vous voulez, l'intellect en dehors du corps, en dehors de l'âme, en dehors des individus, et en un sens de dehors radical, c'est-à-dire substantiellement, je le répète, on considère que cela, c'est la marque, presque la charte de l'avéroïsme, c'est-à-dire une philosophie avéroïste, c'est une philosophie qui considère que le postulat de départ de toute philosophie correcte, c'est cette séparation entre l'intellect au dehors et le corps animé de l'individu. On s'est servi de cela pour dire quoi ? Pour expliquer la vision noire, manifestement pessimiste que Cavalcanti avait de l'amour. C'est-à-dire que si l'amour est mortifère, si l'amour tue, si l'amant est malheureux, en fait, c'est parce qu'il est enfermé dans son affect. C'est-à-dire l'amour est quelque chose qui se manifeste dans son corps, c'est-à-dire dans son âme, puisque c'est la même chose, dans une certaine partie de son âme, dans la dimension sensorielle, sensitive, imaginative et mémorielle de son âme, et bloqué dans cette corporalité-là, l'amant ne parvient à rien faire d'autre qu'à ruminer, qu'à ressasser son fantasme jusqu'à finalement mourir de ce ressassement, incapable, on pourrait dire en termes modernes, de sublimer son affect, incapable, on pourrait dire trivialement, de passer à autre chose, incapable de faire quelque chose en tout cas de ce qui se passe dans son corps devant la femme qu'il voit ou l'homme qu'il voit et qui déclenche son amour. Donc au fond, l'avéroïsme serait la clé d'une vision noire de l'amour, vision noire parce qu'elle tue l'amant, elle le vide littéralement, elle ne lui offre aucun horizon, aucune perspective, aucune sublimation. Et on oppose souvent d'ailleurs Cavalcanti à Dante, à la poésie de Dante, en considérant que si Dante, avec lequel donc il a rompu, si Dante lui se sauve, si Dante ne termine pas sur une note négative, mais si la pensée de Dante est ultra positive, d'une certaine manière, ultra lumineuse, ultra solaire, c'est parce que précisément, quand bien même Béatrice, l'amoureuse de Dante, est morte, quand bien même il serait capable de mourir de chagrin, la mort de ce fantasme s'est en quelque façon sublimée dans une autre sphère morale, religieuse, théologique, et que l'amant malheureux trouve dans cette sublimation, dans ce dépassement, en vertu d'un lien entre le corps et autre chose que le corps, l'individu aimant trouve dans ce dépassement la consolation, et plus que ça, même une forme de béatitude et de félicité, et l'occasion de tenir un discours poétique qui soit blanc et non pas noir. Bon. Alors, cela, du point de vue d'Agamben et de mon point de vue, ça ne va pas. C'est-à-dire que cette conception de l'avéroïsme ne va pas, et du coup, la lecture qu'on donne de Cavalcanti, et pourrait-on dire de toute poésie amoureuse médiévale, un peu influencée par la pensée philosophique, cette lecture ne tient pas. Et donc, l'idée, déjà amorcée dans le cas d'Agamben depuis longtemps, puisque dans ce texte magnifique qui s'appelle Stanze, déjà assez ancien, plus de 30 ans, il en avait parlé avec une intuition assez géniale. Donc l'idée, c'était de remettre sur le tapis la question du rapport entre amour, ou disons poésie amoureuse, érotique, désir, et Averroès, avéroïsme, théorie de l'intellect ou de la pensée d'Averroès. De voir, le cas échéant, comment les choses se croisaient pour penser autrement le rapport, pour penser autrement le langage, la poésie, l'amour, l'espoir, le devenir de l'individu, le rapport de l'individu à ce qui l'entoure. Donc Agamben part de là. Son désir, c'est de dire, en gros, on a mal lu parce qu'on a mal compris l'avéroïsme. Quand on l'avait bien compris, on l'a mal utilisé, on a mal lu la poésie médiévale d'amour. Donc il commence par le prouver d'une façon, je vais le dire vite parce que je vous laisse, même si le texte est très bref, c'est extrêmement dense. Il fait quelque chose, il se livre à une sorte d'exégèse très ramassée mais assez géniale, qui consiste à prouver, tel qu'il l'entend, hein, je ne dis pas que je partage toutes ces lectures, mais en tout cas je trouve ça assez génial, qui consiste à prouver comment on peut retrouver, au prix d'une certaine agilité mentale, comment on peut retrouver Averroès dans la poésie Donna me prega de Cavalcanti.
Et il prend une chose, donc je vous le signale assez vite, hein, ça ne remplace surtout pas la lecture de la démonstration que fait Agamben. Il prend un passage dans la poésie qui dit en italien, je vous le dis d'abord, comme ça c'est marqué, il est question de l'amour donc, et c'est marqué « bianco in tale obietto cade », c'est-à-dire littéralement « blanc sur un tel objet, cade », tombe. Et quand on lit les commentaires de cette phrase, généralement, on entend cade et tombe au sens de le blanc disparaît, hein, comme le blanc est chassé, il n'y a plus de blanc. Et donc, avec la fuite et la disparition du blanc, on comprend que la lumière disparaît et que la lumière disparaissant, nous sommes dans la noirceur, dans les ténèbres, et que, précisément, dans l'amour, nous n'y comprenons rien, nous ne voyons rien, nous sommes perdus, et que l'homme est sans repère, et c'est ce que Cavalcanti, à sa façon poétique, nous dirait. Alors, Agamben dit tout autre chose. Il dit qu'en fait, cette phrase en italien est une citation, un renvoi masqué à une petite phrase qu'on trouve dans le grand commentaire d'Averroès au traité de l'âme d'Aristote, qui est le grand texte de la scolastique, peut-être le grand texte de la culture européenne, puisque c'est le texte que tout le monde a lu pour comprendre ce que ça voulait dire que vivre, ce que ça voulait dire que penser, et c'est le grand texte aussi qui a fait scandale, puisque c'est là qu'on y lisait notamment la séparation substantielle entre intellect et corps que je disais, mais aussi la théorie célèbre du monopsychisme et la théorie de l'éternité de l'intellect. Et alors, dans ce texte, qui est quand même dense, qui est épais, il y a une petite phrase en latin, en fait à plusieurs reprises, mais au moins une fois sous cette forme, qui est hic en latin, hein, hic quecidit albedo in scriptura, ce qui veut dire littéralement ici est tombée la blancheur dans mon exemplaire, c'est-à-dire dans le manuscrit que j'ai sous les yeux. Et en fait, que dit Averroès ici? Une chose très bête, toute simple, mais très honnête, qui caractérise d'ailleurs son travail de commentateur lorsqu'il a Aristote sous les yeux, c'est qu'évidemment il commente un Aristote de manuscrit, et que parfois le manuscrit est altéré. Et qu'un manuscrit soit altéré, ça veut dire que parfois il manque des mots, et que donc parfois, comme on le dit nous-mêmes, il y a un blanc. Donc on lit un mot, et puis le manuscrit a été gratté, altéré, et quelque chose n'apparaît pas. Et donc, honnêtement, Averroès, là, plutôt que d'inventer quoi que ce soit, écrit lui-même dans son commentaire, ici, il y a un blanc. Et donc, cadere en latin, et d'ailleurs c'est très facile pour tous les lecteurs de philosophie médiévale, cadere, ça ne veut pas dire part, s'en va, tombe au sens de disparaît, comme je le disais tout à l'heure pour le blanc. Cadere, ça veut dire tombe, c'est-à-dire se produit. Ici, il y a un blanc. Et donc Agamben dit, évidemment, l'élitisme subtil de Cavalcanti le pousse à faire cette référence cachée, et en parlant de l'amour, lorsqu'il dit ici, il y a du blanc qui tombe sur cet objet qu'est l'amour, il pense à ce passage d'Averroès où Averroès dit dans ma copie il y a un blanc. Bon, on a envie de dire oui alors. Oui, mais alors il faut regarder le contexte. À quel moment Averroès dit ça, et au fond comment il va combler ce blanc? Et le passage, je vous la fais ramasser parce que c'est assez complexe, le passage où ce manque apparaît, c'est un passage sur la pensée de la privation, hein, la pensée des indivisibles et la pensée de la privation. Passage assez difficile chez Aristote lui-même, qui est celui de savoir comment, au fond, nous pensons les privations, ou comment nous pensons, par exemple, la noirceur, ou comment nous pensons le mal. Et la réponse d'Aristote, telle que Averroès le comprend, c'est de dire que nous pensons le mal, ou nous pensons le noir, la noirceur, nous pensons les ténèbres, non pas positivement, mais toujours par négation, c'est-à-dire comme privation de la chose positive. Je pense le noir, non pas comme noir, mais je pense le noir comme privation de blanc. Je pense le mal comme privation de bien. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que quand on pense cette chose négative qui est la noirceur ou le noir, cela suppose qu'on ait accès à la chose positive, à savoir le blanc. Et dans ce passage, Averroès dit, au fond, quand Aristote parle de la conception qu'on a de la noirceur, il faut ajouter ces deux mots qui manquent dans ma copie, l'intellect et la vue. C'est-à-dire, l'intellect et la vue, ces deux facultés que sont chez l'homme l'intellect et la vue, se rapportent à ces choses négatives que sont par exemple le mal et la noirceur, sur un mode très particulier qui consiste à saisir ces choses comme négation de l'habitus ou de la chose positive. Et lorsque Averroès dit ça, alors pourquoi Agamben dit ça? Agamben dit ça parce que pour lui c'est une manière de dire que contrairement à ce qu'on dit généralement, dans l'amour, le blanc disparaît, c'est-à-dire on est dans le noir, on n'y voit rien, pas du tout.
si on fait cette petite substitution assez subtile. Dans l'amour, il y a peut-être du noir, mais c'est un noir qui n'est saisi que parce qu'on saisit le blanc et qu'on le saisit comme privation de blanc. Et donc, au fond, dans l'amour, il n'y a pas du non-blanc. Il y a du blanc et du noir qu'on saisit comme non-blanc. Bon. Alors, l'important de cette lecture, c'est que lorsqu'Averroès développe cet aspect, il en vient à parler de la puissance de l'intellect, de notre intellect, du rapport que notre intellect entretient à sa puissance. C'est-à-dire que de là, Averroès déborde et en vient à dire que, d'ailleurs, c'est ainsi que notre intellect se rapporte à lui-même. Nous sommes capables, intellectuellement, de nous rapporter à nous-mêmes, c'est-à-dire que l'intellect est capable de se saisir lui-même, et il se saisit comme vide, il se saisit comme noir, il se saisit comme ténébreux, c'est-à-dire il se saisit comme dépourvu des formes qui sont censées l'informer. Notre intelligence est capable de se saisir dans sa privation, comme négation des formes qu'elle est susceptible d'avoir. Pourquoi ça importe à Agamben ? Parce que, dit-il, la ténèbre, du coup, c'est la couleur de la puissance. Le noir, c'est la couleur de la puissance. Là où il y a du noir, en fait, il y a très positivement l'expérience que l'intelligence fait de sa propre puissance. Et dans l'amour, il s'agira toujours d'abord de ça, c'est-à-dire d'un certain rapport de l'intellect à sa propre puissance. Et c'est Averroès qui nous donne la clé pour comprendre cela chez Cavalcanti. Mais ça, c'est le début un peu musclé que propose Agamben. De là, il passe à des choses plus courantes, plus palpables, que je vais essayer de vous dire. Les choses plus courantes, c'est quoi ? C'est qu'au fond, le génie des poètes d'amour, c'est d'avoir greffé l'expérience amoureuse sur le cadre, disons, de la psychologie avéroïste. D'avoir opéré cette greffe entre une certaine conception de l'amour et le cadre de la pensée avéroïste. Et le cadre de la pensée avéroïste, c'est quoi ? Ça n'est pas, contrairement à ce que les adversaires latins ont voulu dire, ça n'est pas du tout une théorie de la scission, ça n'est pas du tout une théorie de la coupure entre le corps d'un côté et le corps et l'intellect de l'autre, c'est tout à l'inverse, c'est une théorie de la jonction. La marque de la doctrine avéroïste, d'Averroès et puis de ceux qui le suivent dans le monde latin, c'est de défendre, quant à la pensée, s'agissant de la pensée humaine, une doctrine de la jonction, c'est-à-dire une certaine manière de penser le rapport entre le corps animé et l'intelligence. Au fond, l'idée, c'est qu'effectivement, l'intellect, compte tenu de ce qu'il est, n'est pas une puissance corporelle comme les autres. Cela étant, une jonction s'opère par où s'explique l'intellectualité de ce corps animé qu'est l'homme. Et cette jonction, qui a plusieurs noms en latin et en arabe aussi, cette jonction, ce qui l'opère, ça c'est classique, c'est vraiment ce que tout le monde connaît lorsqu'on travaille un peu l'avéroïsme, cette jonction, ce qui l'opère, c'est l'image, c'est le fantasme. C'est-à-dire, on peut considérer d'une certaine manière, il faudrait parler beaucoup de cela, mais évidemment je ne vais pas entrer dans les détails, que d'une certaine manière l'intellect est à distance du corps, que d'une certaine manière l'intellect est substantiellement coupé du corps animé, soit, mais ce corps animé, compte tenu de l'expérience qu'il fait des choses et du monde, est porteur d'images, c'est-à-dire simplement le stockage de ses expériences, il est porteur d'images qu'il raffine, qu'il désire, qu'il meut un peu, qu'il veut travailler, qu'il désire. Ces images, qu'on peut nommer aussi des fantasmes, en hommage au grec qui apparaît dans les textes, ces images ou ces fantasmes sont précisément l'opérateur de la jonction entre ce corps et l'intellectualité. C'est-à-dire si l'homme qui sent, qui souffre, qui expérimente, pense aussi, s'il intellige, s'il est capable dans son corps non pas de mourir enfermé dans la sensation, mais de s'ouvrir à l'intellectualité, c'est parce qu'il imagine, c'est en tant qu'il imagine, c'est en tant qu'il fantasme. Pour une raison très simple sur laquelle on pourrait philosophiquement parler beaucoup, c'est qu'évidemment Averroès est aristotélicien et que pour lui, comme pour Aristote, c'est dans l'image que l'intelligible se trouve. Donc l'image n'existant pas comme une idée platonicienne, l'intelligible n'existant pas autrement que dans les images, en puissance, c'est dans l'image que se trouve ce par quoi je me raccroche à l'intellectualité. Donc Averroès est peut-être celui de tous les penseurs aristotéliciens, peut-être de tous les penseurs, qui, ancré, fixé sur ce principe de base de l'aristotélisme contre le platonisme, aura le plus travaillé la dimension intermédiaire cruciale de l'imagination, pour cette raison, encore une fois, qu'il n'y a pas d'autre voie d'accès au corps et à l'homme, pour le corps, à l'intellectualité, que le fantasme. Donc,
l'avéroïsme, ça n'est pas, comme Thomas d'Aquin, l'adversaire latin d'Averroès, le dira, ça n'est pas une doctrine qui échoue, si vous voulez, à se raccrocher à l'intellect, c'est une théorie, au contraire, qui ne cesse de penser l'image ou le fantasme comme le point de jonction, le point d'intersection, le lieu de rencontre entre intellectualité et sensorialité, corporalité. Et ce que Agamben rappelle, à raison, c'est que ça n'est pas le fantasme nu, le fantasme seul, qui opère cette jonction, comme si, au fond, il nous suffisait d'être affecté par le monde, et ce faisant de stocker ses affects, et par là de nous trouver joints à la pensée qui nous arriverait on ne sait comment. Non, il ne suffit pas que cela ait lieu. Ce fantasme, il est en quelque sorte l'objet de notre désir. Ce fantasme, nous le maîtrisons, nous le contrôlons, nous le voulons, nous le raffinons, nous le tenons en quelque façon à disposition. Donc dans le fantasme, dans l'image, il y a toujours du désir. Et qu'il y ait du désir n'est pas une chose mineure, parce que si la présence du fantasme ou la dépendance que tout concept a à l'égard du fantasme explique que les concepts soient chaque fois individualisés. Si vous avez votre concept du cheval, c'est évidemment parce que l'accès que vous avez à ce concept est médiatisé par les images de chevaux singuliers qui sont en votre corps. Soit. Mais cela ne suffit pas à faire du concept de cheval votre pensée du cheval. Ce qui fait de la pensée du cheval ou du concept votre concept, ce qui approprie, ce qui permet que vous acquériez le concept, ça n'est pas seulement la dimension, le socle fantasmatique de tout concept, c'est que ce concept précisément est voulu, que ce concept est désiré. C'est en tant que vous désirez, vous voulez dans le fantasme qui sert de socle au concept, que vous vous appropriez la pensée. Donc le fantasme, c'est ce qui fait, par le désir, par la volonté, c'est ce qui fait que le concept n'est pas simplement ce concept-ci, mais que c'est mon concept et ma pensée. Et Agamben, a raison, considère que cette doctrine-là, et non pas celle que les latins ont proposée pour ruiner ce système, que cette pensée-là est précisément ce qu'un poète comme Cavalcanti va chercher pour y greffer, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience amoureuse et sa poésie d'amour. L'idée devenant chez lui que ce désir dans le fantasme qui permet que l'appropriation de la pensée se fasse, ce désir, c'est tout simplement l'amour. En fait, l'amour n'est pas d'abord un espace d'obscurité qui me prive de l'intelligence et d'ailleurs du langage, sans quoi d'ailleurs il n'y aurait pas de poésie. Pas du tout. L'amour, c'est le lieu, le point de jonction, le lieu de ce qu'on appelle l'adeptio en latin, c'est-à-dire de l'acquisition, de la jonction de l'intellect. C'est comme ça qu'Agamben comprend la chose. Donc il faut voir l'amour de cette façon, comme ce qui permet une appropriation, une acquisition de l'intellect, pour parler techniquement comme Averroès, et non pas ce qui m'enferme dans l'affect et me tient à distance de l'intellectualité. C'est une sorte de renversement total de la compréhension qu'on a traditionnellement, et de l'avéroïsme, et du rôle que l'avéroïsme peut jouer dans la compréhension de la poésie amoureuse et du stylovisme florentin, disons. Donc Agamben fait ça, mais si on s'en tenait à cela, je résume, je vais vite, on pourrait se demander alors d'où vient la dimension tragique, pessimiste, incontestablement noire, souffrante de la poésie de Cavalcanti. Cela tient à une chose bien connue de tout lecteur d'Aristote, c'est que s'il nous arrive quelques moments de béatitude, c'est toujours fugace, éphémère, le temps d'un clin d'œil, et qu'évidemment nous goûtons un instant à la forme de vie qui caractérise éternellement Dieu. Autrement dit, la jonction, quand bien même elle a lieu, elle est toujours fragile, elle est toujours précaire. Et le fantasme désiré, le désir dans le fantasme, s'il est un espace d'appropriation de la pensée, et si donc l'amour est le lieu d'une jonction à la pensée, et au fond ce qui ouvre même la parole poétique, c'est aussi quelque chose de fragile parce que la jonction à l'intellect, toujours, est menacée. Et elle peut basculer évidemment vers la pathologie. Et c'est ce qui caractérise Cavalcanti.
Et c'est ce qui caractérise Cavalcanti et qui le distingue de son premier ami, à savoir Dante. Et lorsqu'Agamben en parle, il voit le principe de cette distinction, il place le principe de cette distinction non pas dans une vague question de psychologie, de morale, de rapport à la théologie, à l'athéisme ou tout ce que vous voulez, non, il le place dans la politique. Selon lui, c'est la politique ultimement qui explique la différence entre un Dante et un Cavalcanti, c'est-à-dire que Dante, c'est très célèbre, on se réfère toujours, et on a raison parce que le texte est tellement sublime qu'il faut le faire, au début de sa monarchie. Lorsque Dante parle de son projet de monarchie au début du livre 1 chapitre 3 plus exactement, il se réfère à Averroès, il se réfère à la doctrine de la pensée d'Averroès. Et lorsqu'il dit qu'au fond, le destin de l'humanité, c'est l'intellectualité, c'est la pensée, c'est l'acte de la pensée, c'est l'acte complet, total, permanent de la pensée, il se réfère à Averroès et il dit, mais pour que cet acte-là ait lieu, simul semper et tota, pour que cela se produise, il faut que l'humanité en entier s'y mette. C'est-à-dire jamais un homme seul ne pourra accomplir le télos de l'humanité s'il faut que tout soit pensé à tout instant dans l'humanité pour que l'humanité ne soit pas vaine, et elle ne peut pas être vaine, alors il faut que collectivement, si je puis dire, nous nous y mettions, et pour cela il faut une monarchie, parce que la monarchie assure la paix et permet, pour parler comme Bachelard, l'union des travailleurs de la preuve. Eh bien là où Dante a ce souci, là où Dante fait de la multitudo, qui est son concept, et c'est un concept dantiste avant d'être un concept spinoziste, là où Dante fait de la multitudo le présupposé, le postulat nécessaire de la puissance humaine, c'est-à-dire que la puissance est vaine s'il n'y avait pas une multitude humaine susceptible de l'actuer, Cavalcanti, lui, est incapable, si vous voulez, de déborder son propre fantasme, la propriété de son fantasme, et il reste comme figé sur la singularité de ce qu'il imagine. C'est là qu'est la pathologie. Il y a, au Moyen-Âge, une définition célèbre de l'amour dans sa dimension maladive, pathologique, qu'on doit à André Le Chapelain dans son De Amore, et il parle, ça m'intéresserait beaucoup de développer ça, mais on n'a pas le temps, il parle de l'amour comme d'une cogitatio immoderata, d'une cogitation, et la cogitation c'est un acte du fantasme, c'est un acte de l'imagination, d'une cogitation immodérée de son objet. Ce qui caractérise l'amoureux jusqu'à la folie, jusqu'à la maladie, c'est qu'en fait, il ne dépasse jamais le stade de la rumination du fantasme. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, tue l'amant qu'est Cavalcanti. Non pas l'absence de jonction, non pas l'absence de puissance joignante du fantasme, non, cela non, mais l'incapacité de dépasser, de faire, pourrait-on dire, mourir le fantasme vers autre chose ou pour autre chose. Ce qui est la marque du fantasme chez Dante, c'est que le fantasme de Dante, Béatrice par exemple, meurt. Il faut que le fantasme meure. Le fantasme est à la fois nécessaire et mortel et doit mourir pour que quelque chose d'autre arrive qui sauve l'amant. Voilà ce qui distingue Cavalcanti et voilà les clés qui permettent de mieux le comprendre. Alors moi, je me suis greffé là-dessus pour parler, avec ce que je maîtrise un peu mieux, pour parler d'Averroès, du fantasme, de l'intellect, de la jonction, de toutes ces questions pour dire des choses un peu convergentes à ma façon. D'abord, dans un cadre métaphysique général, si vous voulez, il est évident qu'il est question d'amour comme dans toutes les pensées médiévales chez Averroès. On pourrait dire que toute pensée médiévale est une métaphysique de l'amour, toute métaphysique médiévale est une métaphysique de l'amour, pour cette raison très générale, très vague, que l'univers entier, chaque chose dans l'univers se rapporte à Dieu, l'acte pur, le premier moteur, comme l'amant à l'aimer. Donc rien ne s'explique dans le monde sinon par l'amour, qui est cette espèce d'élan, pour parler de façon métaphorique, ce qu'il faut dépasser à un moment, mais qui est cet élan qui porte les êtres amoindris potentiels que nous sommes tous vers l'actualité pleine du premier moteur. C'est aussi le cadre de la pensée d'Averroès. Et donc d'amour, il est question structurellement et vraiment comme une sorte de clé pour comprendre l'ensemble. Mais la marque, la singularité peut-être de la pensée d'Averroès, c'est de lester cette métaphysique de l'amour d'une noétique, c'est-à-dire d'une doctrine de l'intellect très particulière. Parce que, évidemment, aimer, imaginons que toute chose aime Dieu, que nous-mêmes
nous n'ayons de sens qu'en tant que nous aimons peut-être un tel ou une telle et par-delà Dieu. Cela étant, lorsqu'on veut techniciser un peu cela, et il le faut, ce qu'il y a derrière, le lest qu'il faut ajouter, c'est une doctrine de l'intellect. Et une doctrine de l'intellect complexe, pas du tout quelque chose de flottant, extrêmement technique, une doctrine de l'intellect qui culmine, pour le dire vite, dans cette notion typiquement arabe que la modernité perdra, qui est celle d'acquisition. La modernité la perdra alors que les Arabes ne parlent que de ça et que les Latins qui font l'Europe pendant 300 ou 400 ans ne vont parler eux-mêmes que de cela. Et puis le concept disparaît. L'acquisition, c'est quoi? C'est l'idée que nous naissons comme des êtres, disons, intelligents en puissance, que vivre va consister à actualiser notre puissance de pensée, et actualiser notre puissance de pensée va consister à l'acquérir. Et aimer Dieu, ce dont j'étais parti, ne consiste à rien faire d'autre, sinon, pour s'y assimiler autant que possible, à acquérir aussi pleinement qu'il est possible notre puissance de pensée. Donc toute la vie réussie, et la réussite est possible, ça n'est pas simplement un horizon, ça n'est pas un espoir, la vie réussie, c'est une vie qui consiste à acquérir, à faire sien d'une certaine manière, mais il y a un chiasme complexe, puisque tandis que je fais mien l'intellect, je m'universalise, je passe sur cela, mais tout ça, la vie consiste à acquérir cet intellect. Et lorsqu'Averroès donne le détail de cette doctrine très belle de l'acquisition, très subtile et délicate, parce que tous les penseurs ne disent pas exactement la même chose, évidemment, ce qu'il place au cœur de cette doctrine, c'est le fantasme, comme Agamben a raison de le dire. C'est le fantasme, c'est l'image, puisque, encore une fois, il n'y a pas d'autre voie possible pour l'homme. La science n'est pas infuse, la science n'est pas innée, Dieu ne m'illumine pas, je ne m'en tiendrai pas à la sensorialité, non, je dois bien gagner le concept, mais la seule voie possible, c'est l'expérience du monde. Dans l'expérience, c'est l'image, puisque dans l'image, je trouve l'intelligible. Et techniquement, Averroès va assez loin lorsqu'il parle de cette dépendance à l'image, du besoin qu'on a d'imaginer, puisqu'il dit, au fond, c'est une thèse assez belle, que tant que nous sommes humains, j'appelle humains ici des intelligences incarnées, disons, tant que nous sommes humains, nous n'avons d'accès à des concepts qui sont toujours composés. Tous les concepts de l'humain sont toujours impurs, c'est-à-dire ils sont en quelque sorte bifaces, et nous n'avons de rapport à l'intelligible qu'en tant qu'il s'appuie sur une image. C'est-à-dire que l'image n'est pas simplement ce dont nous partons pour accéder à du concept, c'est une lecture possible, et elle est bonne, mais elle est incomplète. L'image, et le sensible dans l'image, c'est ce avec quoi toujours je saisis le concept. C'est-à-dire c'est toujours ce dans quoi je saisis le concept tandis que je suis humain. Donc tant que je suis humain, je n'ai pas d'accès à un intelligible pur qui serait un intelligible qui, quoique partie de l'image, découlant d'elle, aurait rompu les amarres, si vous voulez, et s'offrirait, se manifesterait dans sa pureté d'intelligible. Pas du tout. Je n'ai accès qu'à de l'intelligible impur, c'est-à-dire toute pensée est pensée de quelque chose, c'est-à-dire toute pensée est pensée d'une image, dirait Averroès. L'image est toujours là, elle ne me quitte pas, elle est toujours la composante, on pourrait dire matérielle, d'un concept biface, en quelque sorte. Donc ça va assez loin, cette dépendance à l'image dans la théorie d'Averroès, et puis c'est même aller plus loin. C'est même aller plus loin, et on pourrait retrouver là des belles thèses, des belles intuitions d'Agamben, et plus que des intuitions même, puisque le jeune Averroès a été influencé par un grand penseur arabe que les latins appelaient Avampas et qui s'appelait en arabe Ibn Bajjah. Et Ibn Bajjah, c'est celui qui a essayé, en essayant de comprendre ce qu'Aristote disait sur l'intellect, et comme vous le savez c'est assez compliqué, qui a essayé de penser que notre puissance de pensée c'était l'imagination. Je ne dis pas qu'en vérité, Ibn Bajjah l'a véritablement soutenu. Mais c'est comme ça qu'Averroès a voulu le comprendre, et c'est cette figure-là de ce penseur qu'il a légué du coup à la postérité, et il a, ce faisant, légué une espèce de théorie maximale mais magnifique de l'imagination, qui consiste à dire que l'imagination n'est pas seulement le socle du concept, ou la faculté qui serait ce sans laquelle, ce sans quoi l'intellect ne pourrait fonctionner. Non, plus que cela, l'imagination serait l'espace même d'intelligibilisation du concept. C'est-à-dire que
l'imagination serait à la fois ce à partir de quoi le concept se ferait et ce dans quoi le concept né d'elle adviendrait, se manifesterait. Bon, le dernier Averroès dira, mais c'est totalement contradictoire, ça n'a pas de sens cette thèse, comment une même chose peut être à la fois motrice et sujet-récepteur. Peu importe, l'idée est là, magnifique, qui fait de l'image à la fois l'objet et le sujet, l'objet et le lieu, hein, l'imagination comme espace d'intelligibilisation du concept. Et plusieurs penseurs de l'époque de Cavalcanti ont été séduits par cette thèse-là, par l'idée que quelque chose a lieu dans l'imagination qui est de l'ordre de la conceptualité, que l'imagination décidément n'est pas ce qui coupe le corps de l'intellect, mais au contraire là où l'intellectualité se produit. L'intellectualité d'ailleurs ne se produit jamais ailleurs que dans l'imagination, puisque le concept n'a pas d'ailleurs, lui qui n'a pas de lieu. Bon. Donc ça c'est intéressant comme doctrine, parce qu'on pourrait se dire, oui effectivement, il faut peut-être jouer à fond l'idée de l'imagination comme intermédiaire, mais en ce sens fort-là, parce que l'imagination comme intermédiaire, quels sont les penseurs qui ne l'ont pas dit? Bon, c'est très, très banal, d'une certaine manière. Donc il faudrait jouer à fond cette carte-là. Mais je me suis intéressé à autre chose. C'est que Averroès, qui est le grand penseur du fantasme, le grand penseur de la cogitation, comprise comme activité fantasmatique, activité de l'imagination, le grand penseur de l'image dans sa dimension médiane, dans sa dimension d'interface, le grand penseur de la jonction par le fantasme, c'est aussi celui, ce dont on ne parle jamais, qui, de façon plus ou moins manifeste au cours de sa carrière, c'est aussi celui qui dit que le fantasme doit mourir. J'en parlais tout à l'heure à propos des poètes, en rappelant que chez Dante, Béatrice meurt, et que Béatrice, morte, est transfigurée, eh bien, sur le terrain strictement philosophique, celui d'Averroès, qui pourrait nous servir de clé pour comprendre la poésie amoureuse, eh bien, on trouve aussi cette idée dont on ne parle quasiment jamais, et elle blesse un peu les aristotéliciens, et l'aristotélicien que je suis, puisque d'une certaine manière, elle revient contre tout ce que je vous ai dit, à dire que nous pouvons peut-être penser sans image. On trouve cette idée donc que la pensée doit advenir à un moment donné par destruction des images. Non pas outre les images, non pas nonobstant la présence des images, non, la pensée doit advenir dans la destruction des images. Cette pensée dont je venais de dire qu'elle nous advenait toujours impure, appuyée en quelque sorte, adossée sur l'image qui serait son versant matériel, cette pensée-là, dans cette dimension ultra-aristotélicienne, Averroès en vient à dire, dans une œuvre de la moitié de sa carrière, et à mon avis cette idée n'a jamais disparu, en vient à dire qu'à un moment donné de notre parcours intellectuel, de notre course mentale, à un moment donné, tout ce qu'il y a d'imaginal doit être détruit. Et pour ce faire, il cite un beau passage du Coran, passage célèbre dont on trouve l'équivalent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse demande à Dieu de se manifester, que Dieu dit « Regarde le mont, si le mont Sinaï ne bouge pas, eh bien, tu me verras ». Dans le Coran, vous avez cette idée, et Moïse regarde la montagne, et à ce moment-là, Dieu détruit, pulvérise, c'est comme ça qu'on traduit généralement, pulvérise ou met en miettes la montagne. Et à ce moment-là, Moïse tombe à genoux, puis se relève en disant « Je suis le plus grand des croyants ». Bon. Alors, Averroès dit, au fond, ce qui doit se passer dans l'esprit, c'est ça, cette pulvérisation. Ce que Dieu fait au Sinaï, eh bien, c'est ce qui doit avoir lieu dans notre esprit à un certain moment. Alors, encore une fois, il faudrait vraiment, si on était dans une pièce de théâtre, c'est le moment, de la stupéfaction. C'est le coup de théâtre, parce qu'on pensait qu'on avait tout dit assez finement, avec cette idée de la médiation fantasmatique. Non, non. Lorsque le fantasme a accompli son œuvre, car souvenez-vous que l'œuvre peut être définitivement accomplie jusqu'au bout, lorsque le fantasme nous a porté au maximum de ce que nous pouvions, ce fantasme-là doit quitter le terrain, faire place nette, disparaître, être détruit. Pas être oublié, pas être là mais désactivé, non, être détruit et laisser notre puissance de pensée face à son acte pur. Voilà ce que dit Averroès. Alors ça, c'est une très belle thèse, compliquée, très riche, qui a éminemment séduit la mystique, même si très peu
d'historiens de la philosophie le savent et le voient. Eckhart, évidemment, est un héritier de cette thèse-là. Et pour ce qui est de la mystique musulmane, du soufisme, je suis absolument convaincu qu'Averroès, qui n'est pas du tout un mystique, qui n'est pas du tout un soufi, mais joue avec un certain nombre de concepts soufis et refuse de laisser ces concepts-là au soufisme et en donne une sorte produit une sorte d'acculturation philosophique de ces concepts-là, le concept de destruction. Alors, pourquoi c'est une très belle idée, comment il faut la comprendre et en quoi qu'est-ce que ça nous donne et comment on se raccroche là à la poésie d'amour? La belle idée, c'est que, sur quoi on pourrait beaucoup parler, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si vous voulez, la manière de penser le déploiement de l'intellectualité humaine, qui se caractérise par sa pure potentialité initiale, parce que de l'intellect, il y en a dans tout l'univers, Dieu est un intellect, les moteurs des sphères sont des intellects, nous sommes des intellects, et la différence entre nous et les autres, c'est que l'intellect que nous sommes est purement potentiel, au départ. Et contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, il ne s'agit pas de penser le déploiement de cette intellectualité d'abord en puissance comme une simple actualisation sous l'effet du fantasme, actualisation qui consisterait à s'approprier pas à pas l'acte de l'intelligence. Ça, c'est exact, mais ça n'est que le premier temps d'un processus qui en compte deux. L'idée d'Averroès, c'est qu'il faut certes actualiser cette potentialité et d'une certaine manière détruire, si on joue sur le lexique comme il le fait lui-même de la destruction, détruire notre potentialité, mais lorsque cette potentialité aura été pleinement détruite, lorsque nous aurons pleinement actué notre intelligence, il s'agira de détruire ce qui a détruit notre potentialité, c'est-à-dire l'image. Je dis que là, il y a un jeu de mots, à mon avis, assez évident avec le soufisme, puisque l'un des grands concepts du soufisme, c'est le fana al-fana, c'est-à-dire la destruction de la destruction. Lorsque je me joins à Dieu, il faut que je me détruise moi-même et que je détruise même la conscience de m'être détruit. Bon. Donc Averroès dirait philosophiquement, il faut détruire sa puissance en fantasmant et intellectualiser à fond. Et une fois que cette intellectualité maximale aura eu lieu, il s'agira de détruire le fantasme pour laisser, thèse curieuse, notre puissance face à son acte plein. Alors pourquoi elle est belle cette thèse? Elle est belle parce qu'on voit bien que ce qui caractérise l'humain, ce n'est pas simplement la potentialité. Et ce n'est pas du coup le fait d'avoir à bâtir, à échafauder sa puissance de pensée. C'est vrai. Mais ce qui caractérise l'humain, c'est que l'actualité que procure le fantasme consiste à porter notre puissance de pensée jusqu'à son point le plus haut, jusqu'au maximum de ce que nous pouvons, ce qu'on appelle en latin scolastique l'ultimum de potentia, le maximum de la puissance. D'une certaine manière, nous ne sommes pas d'emblée capables de tout ce que nous pouvons intellectuellement. Et le fantasme, c'est, pourrait-on dire, cette grâce de l'intelligence qui va porter l'intelligence au maximum de sa puissance. Le but n'est pas d'aller trop vite vers l'acte. Avant d'aller vers l'acte, c'est-à-dire Dieu, entre guillemets, parce que pour un philosophe, il n'est pas question de Dieu, disons, le premier moteur de l'univers, la pleine actualité, et une forme de divinisation, une forme d'identification à lui, le but n'est pas d'y aller trop vite, le but est d'y aller, et d'ailleurs, ça n'est pas le but, le seul moyen pour y aller, le seul chemin empruntable, c'est celui d'un fantasme qui portera ma puissance à sa pleine capacité. C'est-à-dire, pour parler latin, que nous ne sommes pas d'emblée capax Dei, nous ne sommes pas d'emblée capables de Dieu. La félicité, c'est la réception formelle de cette forme qu'est Dieu, mais de cette réception-là, nous ne sommes pas d'emblée capables. Et le fantasme et l'image, jamais, le fantasme, l'image, là c'est la lumière qui tombe pour le coup, et le fantasme et l'image ne seront jamais capables de s'illimiter. C'est-à-dire qu'on peut parler presque comme un alchimiste, avec du plomb on ne fait pas de l'or, avec de l'image on ne fait pas le concept sublime, on ne fait pas le concept dernier. Avec l'image, quoi qu'elle soit affinée, quel que soit leur nombre, on ne fera jamais le concept de Dieu que je suis censé recevoir. Donc l'image doit s'effacer pour laisser la puissance de l'intellect au maximum de ce qu'elle peut. Ça, c'est Averroès. Et du coup, je retrouve là l'idée qu'effectivement, le fantasme doit brûler. Il faut que le fantasme brûle. Il faut que le fantasme s'efface à un moment donné. Et au fond, quoique je ne cesse d'écrire, de défendre, d'enseigner l'inverse, c'est-à-dire la dimension cruciale du fantasme sans laquelle aucune humanité n'a lieu, certes, c'est exact, et
peut-être qu'il faudrait jouer sur cette notion d'humanité, que ce qui se joue dans ce que je raconte là n'est plus tout à fait humain, c'est un vieux paradoxe qui nous vient au moins d'Aristote, mais il faut aller jusqu'au bout et dire que ce fantasme-là doit être détruit, on pourrait dire même en jouant à peine sur les mots, parce que le fantasme porte un nom dans le latin que les latins lisent, c'est celui d'idole. Il faut détruire les idoles. La pensée n'advient dans sa plénitude que par destruction des idoles. Et toute pensée, au fond, qui s'en tiendrait au rapport impur au fantasme, quoique nécessaire et absolument à suivre, est une pensée à mi-chemin, une pensée à mi-course, une pensée où vous avez l'eau au genou, si vous voulez. Mais pour sortir du gué, pour sortir du fleuve, pour trouver mieux, eh bien, il s'agira de gagner cette étape qui consiste à détruire le fantasme. Oui, mais alors, que se passe-t-il lorsque nous avons détruit le fantasme, lorsqu'existe un homme, un génie, un grand philosophe, capable de cette destruction? Qu'advient-il? Quel est le destin de l'humanité? Eh bien, rien ne s'arrête là. Et je retrouve tout à fait le chapitre conclusif d'Agamben, lorsqu'il distinguait Dante et Cavalcanti autour de la politique. Effectivement, c'est l'une des grandes caractéristiques de l'avéroïsme, ce souci de la dimension collective de la pensée, ce souci de l'espèce plus que de l'individu. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui explique pourquoi Averroès et l'avéroïsme a été tant condamné dans l'espace européen de la pensée, c'est pour l'importance que Averroès accorde à l'espèce plus qu'à l'individu. L'individu jamais n'est justifié, l'individu ne compte pas. Ce qui compte, c'est la survie de l'espèce, vieille idée aristotélicienne de toute façon. Mais ce qui importe, c'est cela. Et on peut mobiliser cette idée pour comprendre l'étape qui suit cette brûlure, cette disparition des fantasmes, quand bien même cela aurait donné lieu à l'accomplissement suprême. Parce que rien ne s'arrête là. C'est-à-dire que, évidemment, tout accomplissement s'inscrit dans le cadre d'un processus qui mobilise l'espèce entière. Le but n'est jamais qu'un individu seul parvienne à la félicité et puisse valoir comme un guide, un modèle et un souvenir pour les générations suivantes. Le but, c'est que ce processus d'actualisation de la pensée ne cesse jamais et que lorsqu'il s'est accompli ici, il est à s'accomplir là, dans ce corps-ci, dans ce corps-là. Bref, lorsque le désir, finalement, dans le fantasme, lorsque l'amour, dans le fantasme, lorsqu'il ne s'est pas ruminé, lorsqu'il ne s'est pas figé pathologiquement, lorsqu'il a réussi cette destruction de la potentialité, puis cette destruction de la destruction, le but, c'est de redésirer de nouveau. Et pas seulement le but à nouveau, le processus sera évidemment le retour du désir. Le désir s'accomplit dans le fantasme et porte l'intelligence humaine au maximum de ce qu'elle peut dans un corps, mais lorsque cela aura lieu, ce processus ne cesse de se recommencer partout, et de ce point de vue, la référence à Dante est tout à fait bonne. Effectivement, ce que l'intellect d'amour dit, c'est que l'amour est une sorte de moteur de l'intellection, du déploiement de l'intellect, mais pas en un seul, pas dans le corps d'un seul, mais dans l'espèce. Le corrélat dans l'avéroïsme, le corrélat de l'intelligence, ça n'est pas le corps d'un individu, ça n'est pas le corps individuel. Le corrélat de l'intelligence, c'est ce corps spécifique qu'est l'humanité dans son entier. Donc, il ne faut pas imaginer une intelligence qui serait réduite à un corps, il faut imaginer une puissance de pensée dont le socle, c'est l'ensemble des corps, la population éternellement renouvelée des corps, et éternellement renouvelée, et qui éternellement renouvelle son désir. Donc le désir se déploie, le désir fantasme, le désir s'accomplit, le désir débouche sur la béatitude, qui débouche sur du désir, et ainsi de suite. Et c'est ainsi, me semble-t-il, qu'on peut se raccrocher à ce que Agamben disait. Alors je vois à vos mines que j'ai trop parlé, je m'arrête. Merci. Si, ça se voyait. C'était trop long. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est une sorte de résumé, ce qu'il ne faut pas faire théoriquement, mais je n'ai pas trouvé mieux. Alors là, c'est le moment où je me mets au fond du fauteuil. Voilà. C'est moi, la suivante dont vous parlez du Coran qui parle de la destruction de la montagne, c'est laquelle exactement et de la cité en entier? Me semble-t-il, c'est 743. Mais attendez, là, je sors mes lunettes. Si vous pouvez la
Alors, attendez, je sors mes... Je sors... Sur la destruction, entre guillemets, de la montagne. Si j'arrive à trouver mes lunettes. Ben, le contexte, c'est exactement celui de Moïse au Sinaï. C'est celui-là. J'ai cité le bout qui peut peut-être vous intéresser. Donc, voici ce que dit 743. Lorsque Moïse vint à notre rencontre, c'est le Coran, hein, traduit par Masson, me semble-t-il, et que son Seigneur lui parla, il dit « Mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Le Seigneur dit « Tu ne me verras pas, mais regarde vers le mont. S'il reste immobile à sa place, tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta sur le mont, il le mit en miettes, et Moïse tomba foudroyé. Lorsqu'il se fut ressaisi, il dit « Gloire à toi, je reviens à toi, je suis le premier des croyants. » Et Averroès cite ce passage, ce qui est très curieux parce qu'il le cite dans le cadre d'une lettre ultra-philosophique, il n'a aucune raison de citer le Coran, mais en vérité il le fait plus souvent qu'on ne croit. Il cite ce passage en insistant sur cette idée de mettre en miettes ou de pulvériser, et il faut faire à ces images, il faut réserver à ces images le sort que Dieu réserve au Sinaï, au mont. Dans l'idée que, vous voyez, de cette destruction sort autre chose. Foudroiement relève révélation, disons. Pour Moïse dans la version coranique. Voilà. C'est pas la version de l'Ancien Testament. Non, si vous voulez, j'ai en note la version de l'Ancien Testament à peu près équivalente. C'est quand même du même ordre. Hein. Donc c'est Exode 19-18. Le mont Sinaï était tout fumant parce que Yahvé y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Bon, j'ai pas tout donné, donc effectivement. Ah non, elle n'est pas mise en miettes. Ouais. Voilà. Voilà. Et chez le coranique, elle est absolument pulvérisée. Et puis il y a... Ouais. Oui, destruction, ça c'est soufi, ça c'est classique. Ouais. Vous, c'était une question ou c'est... Ah. Je vous en prie. Merci. Je voulais vous demander, déjà, je trouve très intéressant l'analyse qu'il fait Agamben sur la poésie de Cavalcanti, même si du point de vue strictement philologique, c'est quand même très complexe, notamment les 2 ou 3 acrobaties qu'il faut faire pour suivre. Mais je me demandais 2 choses d'abord. Une première chose par rapport strictement à la poésie de Cavalcanti, mais à laquelle vous avez peut-être déjà répondu en partie, c'est qu'il y a quand même cette vision très sombre, très négative. Il dit toujours dans la Mecclega, di sua potenza segue spesso morte, de sa puissance s'ensuit la mort. D'ailleurs, Barth qui est après justement par Dante dans le 5e de l'enfer. Et donc, comment on pouvait... et vous avez dit, après, c'est parce que la jonction, l'intellect, tout ça, c'est toujours temporel. Et du coup, je me demandais si cela suffisait à expliquer cette vision dysphorique de la mort chez Cavalcanti en assumant une vision, une interprétation aussi entre guillemets positive de la doctrine noétique avéroïste. Et de l'autre côté, par rapport à Dante, je me demandais si justement cette destruction et cette fin de l'image, cette abolition de l'image, ne serait pas d'un certain point de vue aussi ce qui est perçu comme presque tragique ce qui est voulu par Dante le philosophe, mais ce qui est perçu comme tragique par Dante le poète. Et je pense notamment à la fin du paradis, à la disparition. On s'est toujours demandé pourquoi faut-il que Béatrice disparaisse. Quand il y a une chambre du paradis, elle disparaît. Dante se tourne à gauche, il n'y a plus Béatrice, il y a Saint-Bernard. Bah oui, bon, enfin, vous connaissez les explications classiques. Hein. Les explications classiques, oui, parce que Dante, parce que Béatrice, c'est la théologie, voilà, mais voilà. pour la mystique. Voilà. Mais je trouvais intéressant de le lire plutôt dans cette perspective avéroïste, donc, en effet, c'est l'abolition finale de l'image de Béatrice, mais il y a quelque chose, je trouve, ensuite, dans la poésie, vraiment dans la langue,
qui réagit, genre une tension. De toute façon, me semble-t-il, jusqu'à présent, on n'a jamais utilisé l'idée précise de cette destruction du fantasme chez Averroès, qui apparaît très peu, dont on ne parle pas parce que ça ne se voit pas, en poésie. On ne l'a jamais réutilisé. Donc ce serait une piste que vous pourriez ouvrir, c'est-à-dire on pourrait dire, oui, au fond, pourquoi, plutôt que d'imaginer qu'il y a une rupture de Dante, pourquoi on ne placerait pas ce dispositif averroïste-là jusque dans la fin de la... Ouais. Je ne sais pas, il faut faire attention avec ça. C'est une possibilité. En tout cas, c'est un élément à intégrer, cette destruction, cette disparition du fantasme chez Averroès. Après, sur votre première question, bon, il répond, c'est délicat, hein, évidemment, ceux qui ont, disons, Nardi, tout ça, qui ont utilisé l'avéroïsme dans sa version classique, Nardi qui en même temps avait tout compris, mais bon, il a une certaine usage de l'avéroïsme, c'est plus facile pour eux d'expliquer la dimension négative de la poésie cavalcantienne. Mais Agamben, il répond, puisque lui, il dit, au fond, c'est parce que, si je ne le trahis pas, je ne sais pas, il faudrait qu'il soit là, qu'il en parle, mais c'est un problème politique. Ce n'est pas simplement que la jonction, elle est temporaire, parce qu'elle est temporaire pour tout le monde. C'est qu'il n'y a pas de dimension politique dans la doctrine, entre guillemets, de Cavalcanti. Il n'y en a pas. Et au fond, toute jonction sans politique est mortifère. On pourrait dire ça comme ça. C'est une belle idée, d'ailleurs, c'est une belle thèse. C'est-à-dire qu'une jonction qui ne déboucherait ou qui ne postulerait pas une politique échoue. Bon, c'est une thèse. Mais je ne sais pas, j'ai pas de... Parce que, bon, quand on commence à travailler ça de près, il y a une espèce de limite qui est la limite de la poésie. Donc, après, comme vous dites, un peu d'exercice comme ça qu'on propose, quoi. La question, c'est au moins de savoir si ça a un sens. Bon, si ça a un sens, c'est déjà quelque chose, quoi.